Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. La rentrée scolaire, c'était il y a déjà un mois. Où en est-on dans notre département en matière d'effectifs d'enseignants, en matière d'effectifs d'élèves, en matière d'éducation pure? Quels sont ses atouts et ses faiblesses? On parle notamment des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. On va bien sûr parler du collège du Val d'Ajol. On va parler de tout cela avec nos invités. Emmanuel Boirel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur académique des services de l'éducation nationale de notre département. Merci d'être avec nous sur le plateau. Catherine Renard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale du syndicat UNSA Vosges. UNSA, ça veut dire? UNSA, c'est l'Union nationale des syndicats autonomes. Merci d'être Votre avec allié nous. du quotidien, dit notre slogan. Pardon Votre allié du quotidien. Votre allié du quotidien. Ok. Isabelle Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la FCPE des Vosges. C'est une des deux fédérations de parents d'élèves. FCPE, Fédération du Conseil de parents d'élèves, la principale fédération de parents d'élèves. Merci à tous les trois d'être sur notre plateau. C'est la première fois pour chacun d'entre vous. C'est avec grand plaisir que je vous accueille, que l'on vous accueille. Impossible, alors évidemment, d'aborder toutes les thématiques relatives à l'éducation en 26 minutes. Pour en aborder malgré tout quelques-unes, je vous propose d'évoquer pour moitié le premier degré et en seconde partie d'édition, le second degré, c'est-à-dire les collèges et les lycées. Emmanuel Bourrel, l'école, c'est évidemment un formidable observatoire pour avoir une photographie de l'évolution de la population d'un territoire. Quels sont les effectifs aujourd'hui en cette rentrée donc 2022, sachant que ce n'est pas tout à fait consolidé, hein, vous aurez les chiffres définitifs dans quelques jours. Oui, tout à fait, nous aurons les chiffres définitifs à partir du 15 octobre. Pour les téléspectateurs, il faut comprendre que le jour de la rentrée, nous dressons un état des lieux qui n'est que provisoire, parce qu'il y a encore des mouvements d'élèves entre écoles, et donc on a des indications. Et, dans les grandes lignes, alors? Dans les grandes lignes, nous sommes à un peu plus de 27 000 élèves dans le premier degré. Je rappelle qu'il y a 6 ans, nous étions à environ 34 000, ce qui permet de mesurer la diminution des effectifs dans le département. Et dans le second degré, c'est-à-dire collège plus les lycées, nous sommes à 24 000. Alors les chiffres que je vous donne, environ 24 000, ce sont des chiffres qui concernent l'enseignement public pour ceux que je viens de vous donner. Et dans le premier degré privé, il y a un petit peu plus de 2100 élèves, et dans le second degré privé, un petit peu plus de 3700. Alors, allez, on va juste se détailler un chiffre sur le premier degré, donc l'école primaire. On est passé de 34 000 à 17 000, 27 000, 27 000. Pas 17 000 parce que là... De 34 000 à 27 000, oui. C'est sur 6 ans. Oui. Mais les tendances sur les 2 dernières années, la baisse est moindre. Alors la baisse est moindre, c'est-à-dire que évidemment tout ça est lié principalement au nombre de naissances domiciliées dans le département, qui, pour donner un ordre d'idée, était de presque 3 800 il y a 10 ans, et aujourd'hui on doit être à peu près légèrement au-dessus de 3 000. Et donc il y a des effets cumulatifs qui se produisent pour le premier degré. Et si la diminution dans le second degré était un peu moindre, c'est parce qu'il y avait encore les restes de ce qu'on a appelé le baby-boom du début des années 2000. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une légère stabilisation avec tendance à la baisse dans les collèges et les lycées, de quelques dizaines, voire quelques centaines en collège. Je pense qu'on aura ça d'ici une quinzaine de jours. Mais mathématiquement, la progression des cohortes va amener à une diminution des effectifs d'ici quelques temps en collège et en lycée. Catherine Renard, quel regard vous portez sur ces effectifs? Alors de façon très très globale, hein, évidemment, voilà, le département des Vosges, un département qui perd en population, mais voilà, les signes de baisse moindre sont plutôt encourageants. Eh bien, espérons-le. En effet, c'est une réelle inquiétude, cette dimension démographique, parce que ça engendre naturellement des fermetures de postes, des remises en question de certaines écoles, et puis des conditions d'enseignement parfois dégradées du fait de l'obligation d'accueillir de nombreux niveaux dans une seule même classe, par exemple. Voilà, ça c'est une vraie problématique que l'on voit aussi en ville. C'est pas que à la campagne, c'est pas que dans les zones rurales. Essentiellement quand même lié à la Essentiellement, ruralité. mais dans les communes, dans les écoles de ville, c'est une problématique évidemment. Peut-être pas sur 4 niveaux comme on peut voir dans des écoles. Bien sûr. Pour fixer un peu les idées, la baisse annuelle oscille entre moins 500 et moins 800 selon les années depuis 5-6 ans. Donc là, on va voir si nos prévisions, si on reste sur quelque chose d'assez moyen, de moins 600, moins 700. Il y a une année, je crois que c'était en 2018-2019, on avait enregistré moins 900.
élèves en une seule année sur le premier degré public, ce qui était énorme. Alors sur le réseau scolaire, pour apporter une précision par rapport aux moyens et à la structure, les moyens les moyens dont dispose le département en enseignants ne sont pas corrélés à la diminution des effectifs. C'est-à-dire qu'on a un taux d'encadrement qui est très élevé et un nombre d'élèves par classe qui est en moyenne légèrement supérieur à 20. On ajustera les calculs là à partir du 15 octobre. Ce qui veut dire qu'il y a eu un effort de moyens consentis pour le département. Parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu un nombre de classes importants qui ont été maintenus et de nombreux dispositifs qui ont été implantés. Donc de ce côté-là, ça c'est un point qu'il faut prendre en compte, et c'est particulièrement en ruralité. Alors après, ça c'est pour les classes. En ce qui concerne le réseau physique des écoles, ce qu'on pourrait appeler la véritable carte, l'éducation nationale, on est présent dans en gros la moitié des communes du département. C'est un des rares services publics qui a une telle empreinte au sol en termes de présence physique, avec 322 écoles actuellement actives. Ça veut dire qu'on maille tout le territoire et que les travaux de rationalisation, si on peut utiliser ce terme-là, du réseau, à quelques situations très particulières, est achevé au regard de l'implantation actuelle de la population. Parce que ce à quoi il faut faire attention, c'est que l'école reste accessible aussi en temps et en distance aux enfants. Isabelle Toussaint, votre regard, votre analyse là, sur cette photographie de l'école aujourd'hui sur notre département, vous partagez ce point de vue et cette spécificité, j'ai envie de dire, d'occupation du territoire en zone rurale? Alors je vais retenir le point positif, c'est qu'en dépit de la baisse démographique de notre département depuis déjà plus de 6 ans, le maillage scolaire reste bon, c'est-à-dire que l'effectif des classes reste correct. De notre département. Quel est-il d'ailleurs l'effectif moyen? Alors, ça veut la tout moyenne et rien dire. départementale, on va la calculer, je vous dis, à partir du 15, elle sera légèrement supérieure à 20 élèves par classe, ce qui fait que c'est un des taux les plus bas de France. Ok, allez, on garde ce chiffre en tête. C'est ça, je tiens à souligner qu'au niveau national, le département des Vosges se porte relativement bien au niveau de l'éducation, au niveau des écoles. Alors, le titre de cette émission, je me permets de le souligner, parce que c'est plutôt rare d'avoir des titres vraiment positifs. Éducation, rentrée plutôt sereine dans les Vosges. Vous partagez ce constat? Oui. Très globalement. Très globalement, oui. Nous l'avons vu notamment en ce qui concerne les transports. Ok. Avec peut-être quand même modérer un petit peu, effectivement, sereine, oui. Après, on peut en espérer quand même des rentrées meilleures. Oui, on sort quand même de 2 ans Covid, ça. comme vous l'avez dit, donc les personnels sont quand même fatigués. Il y a eu beaucoup de désorganisation à ce moment-là, une réorganisation, une appréhension justement par rapport à la situation sanitaire, comment les choses vont-elles évoluer. Et puis, il y a aussi ce souci d'attractivité de nos métiers, c'est-à-dire que le métier ne fait plus rêver. On voudrait, nous, que nos métiers de l'éducation fassent de nouveau rêver, que ce soit aussi bien l'enseignement que les métiers parallèles. Justement, pardon, avant de parler des enseignants à proprement parler, on va quand même effectivement donner quelques infos. Aujourd'hui, Emmanuel Borel, vous me dites, vous me contredisez évidemment si je dis une bêtise, aujourd'hui sur le second degré, c'est-à-dire le primaire, on est à 1800, quelque chose comme 1870 postes pour 1900 personnes physiques, ce sont les chiffres que vous nous aviez donnés en début de rentrée, et sur le second degré, on est à 2318 postes, donc 2318 postes d'enseignants en collège et en lycée. Voilà, c'est juste pour donner un petit ordre d'idée. Catherine Renard, donc vous disiez, rentrée plutôt sereine, mais voilà, il y a quelques points de vigilance évidemment, mais, dites-moi si je me trompe aussi bien sûr, il y a par rapport à la situation au niveau national qu'on peut entendre sur les médias nationaux, notre département, on est plutôt bien loti. Il n'y a pas de problème d'effectifs sur notre département? Oui, comme le soulignait M. Le Dazen, effectivement, on a une moyenne de classe qui permet a priori de travailler dans des bonnes conditions. Est-ce que toutes les classes ont un enseignant sur tous les niveaux? Eh ben, on a l'impression, en tous les cas, tout est fait pour. Tout a été fait. Voilà, je vous rassure et je rassure les téléspectateurs, tout est fait pour que le 1er septembre, et puis dans les jours qui suivent, en primaire, nous ayons un enseignant par classe. Donc, en utilisant nos moyens de remplacement et d'adaptation.
Oui, l'objectif, il est là. Une rentrée réussie, c'est un enseignant devant chaque classe. Voilà, on est bien. D'où le titre de cette émission par rapport. Non, mais c'est vrai, par rapport à ce qu'on entendait au niveau national. Je veux dire, est-ce qu'on est l'exception qui confirme la règle? J'en sais rien, mais. Je pense qu'il faut vraiment analyser la situation nationale. C'est une situation qui est évaluée au plan macro, j'allais dire économique ou macro de gestion des ressources humaines. Nous, dans le département, je précise bien sur le premier degré, parce que sur le second degré, c'est un petit peu plus complexe puisqu'on travaille par discipline et avec des quantités de travail différentes. Mais dans le premier degré, nous, on a un corps enseignant, l'école primaire, qui est déjà expérimenté, on le voit par rapport à notre pyramide des âges. Et le fait d'avoir anticipé un certain nombre d'évolutions, j'allais dire territoriales ou de fermeture de classe il y a quelques années, il y a 5-6 ans, nous a permis de redégager des moyens qui permettent d'absorber certains aléas de début de rentrée. Isabelle Toussaint, vous partagez cette analyse sur les enseignants? Je partage cette analyse, effectivement, pour le premier degré. J'aimerais aborder quelque chose qui est rarement souligné, mais qui est important concernant les jeunes élèves. C'est le poids des cartables scolaires. Oui. Dès la rentrée... On peut le souligner. Voilà, je ne voudrais pas que ça soit oublié, et c'est très important. Dès la rentrée, les cartables sont très très lourds, sont trop lourds. Ok, c'est dit. On va pas prendre plus de temps. Mais non, mais vous aviez raison, c'est important évidemment. Sur les enseignants, Catherine Renard. Alors, sur les enseignants, un enseignant devant une classe, c'est une rentrée réussie. Oui, on pourrait espérer aussi prendre en compte d'autres paramètres, par exemple le bien-être au travail ou l'accompagnement des élèves en difficulté, que ce soit en difficulté effectivement liée au handicap ou autre. Vous aviez quelques remarques réprimandes sur l'accompagnement des nouveaux enseignants. C'est pour vous... Alors le métier effectivement devient difficile. Je vous rappelle qu'on est des cadres, on est formé à Bac+5 et les jeunes qui entrent dans le métier trouvent parfois des difficultés du fait de la complexité de leurs études. Il y a un moment où ils doivent faire en même temps un mémoire et des stages et des formations. Et puis, une fois qu'ils sont titularisés, ils sont envoyés un peu malgré eux et parfois dans des conditions peu claires, dans des départements voisins, par exemple. Alors que c'est des gens qui parfois sont en seconde carrière, sont déjà installés, responsables de famille, etc. Donc il y a cette difficulté parce que ça crée des trajets, ça crée des frais, de la fatigue, et puis une espèce de déception par rapport à des attentes où on pense avoir des réponses à des questions et on n'en a pas toujours. Emmanuel Bourrel, qu'est-ce que répond l'administration par rapport à ça? C'est un sujet complexe, l'attractivité du métier enseignant, qui n'est pas arrivé cet été, comme pour beaucoup de professions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, le 25 août, a annoncé des mesures concrètes, comme la revalorisation des rémunérations en début de carrière, le fait d'évoquer ces questions lors de session du Conseil national de la refondation, l'amélioration de la formation initiale, où par exemple dans l'académie, on va avoir une école académique de la formation qui va essentiellement continue, qui va permettre d'améliorer la formation de tous les enseignants, quel que soit leur statut, qu'ils soient néo-titulaires ou déjà plus installés dans la carrière. Alors, par rapport aux affectations que souligne Madame Renard, il faut savoir que pour un lauréat du concours, les affectations sont également prononcées en fonction de son rang de classement. Et que le concours n'est pas... les affectations ne se font pas spécifiquement avec un prisme départemental aussi. Après, il faut aussi bien noter qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que nous maintenons un service public nous cherchons à maintenir le service public d'éducation présent sur la plus grande partie du territoire, mais une partie de ce territoire n'attire pas particulièrement les enseignants qui soient néo-titulaires, enfin qui soient lauréats concours néo-titulaires pour ceux qui ont effectué leur première année ou en carrière. Parce qu'il y a d'autres paramètres que le métier ou le lieu d'affectation ou le lieu de travail, les conditions spécifiques à l'école, il y a les conditions de transport dans le département, l'accès au logement, la vie sociale qu'ils peuvent trouver à certains endroits. Donc l'un des défis que nous avons, c'est certes de recruter, donc avec l'attractivité du métier. Le ministre souhaite aussi créer, selon sa formule, un choc d'attractivité, puisque les enseignants, ce sont ceux qui permettent de former les gens qui créeront la richesse, le niveau de vie des années futures. Donc c'est une question essentielle. Mais il nous faut aussi arriver à fidéliser les personnes sur un certain nombre de postes. D'où des projets
innovant pour le département que nous expérimentons sur 2 domaines. Les territoires éducatifs ruraux dans l'ouest du département, où on cherche à faire travailler toutes les parties prenantes, que ce soit éducation nationale, collectivités, associations, parents, pour voir comment une école rurale peut tenir son rang. En s'appuyant sur des partenaires autres en cherchant à avoir un maximum de partenaires, parce que c'est-à-dire que l'éducation dans ce domaine-là va chercher à, par rapport aux effectifs, à la structure par classe, à mettre les enseignants là où il faut, quand il le faut. Mais est-ce que dans telle commune, on ne pourrait pas faire un effort pour procurer un logement assez facilement au nouvel enseignant qui vient peut-être de Nancy, voire d'une autre région de France, que ce soit beaucoup plus sûr, qui ne se sentent pas isolés? Comment est-ce qu'il y a un partenariat mieux construit avec les familles ou les associations qui œuvrent dans le périscolaire? Donc ça, c'est les territoires éducatifs ruraux qu'on expérimente. Il y a une convention qui sera signée très prochainement, ça concerne le secteur de l'Ifol-le-Grand, de Neufchâteau et de Châtenois. D'accord. Mais d'une manière beaucoup plus ample, pour montrer que sur tous les territoires, il peut y avoir une école, et qui fonctionne avec une grande modernité, c'est le projet de territoire numérique éducatif, qui est appelé à concerner l'ensemble du département, où l'objectif, c'est de procurer aux enseignants des ressources pédagogiques, bien évidemment le matériel, mais il y a 2 autres volets qui sont extrêmement importants. Il y a la formation des enseignants à l'usage que j'appelle moi toujours raisonné du numérique, mais aussi les familles et les parents. Pour que les parents, par exemple, sachent comment utiliser les différents outils. Avant de rentrer en studio, on évoquait les difficultés de se retrouver dans l'information qui peut éventuellement saturer en début d'année les parents. Comment utiliser il y a de l'information numérique, il y a de l'information papier traditionnelle. Utiliser toutes ces ressources, comment suivre les apprentissages de son enfant avec les outils numériques. Et donc, c'est un volet qui est en grande construction. C'est un investissement colossal de plusieurs millions d'euros. Le département des Vosges est un des 10 départements de France qui s'est porté. Enfin, nous étions volontaires et nous avons été sélectionnés, en partenariat aussi avec le conseil départemental. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, de manière à montrer qu'on peut avoir une école la plus qualitative possible. Sur les territoires, selon l'expression consacrée aujourd'hui. C'est-à-dire que le numérique va nous permettre d'absorber ponctuellement les effets de la distance, et peut-être, dans certains cas, d'isolement. Emmanuel Borel, merci pour cette précision. On n'a pas le temps de détailler, mais voilà, allez, c'est dit. Je voudrais qu'on garde quelques minutes pour aborder le collège et les lycées. Avant de passer justement au second degré, Isabelle Toussaint, un petit mot sur les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap ou en situation de maladie. On a quelque chose aujourd'hui sur notre département comme 700 AESH, ce qui paraît énorme, dit comme ça, 700 AESH, donc disséminés dans les écoles, on est sur le primaire uniquement. Non, sur l'ensemble, d'accord. Reste que sur le primaire, il y a quelques trous dans la raquette, ou grosso modo une cinquantaine de postes qui à la rentrée n'étaient pas pourvus. Là, il y a des attentes énormes. Les attentes sont énormes depuis plusieurs années. Et malgré nos interventions, malgré les actions des parents, des enseignants, des AESH eux-mêmes, la situation reste tendue et difficile. Les parents ont de fortes attentes à ce niveau-là. Des attentes de plus en plus importantes, parce que ça illustre évidemment les difficultés aussi d'un territoire. Alors en termes de handicap, je le dis, mais aussi en termes de maladie. On n'oublie pas que ça peut être des... Je ne sais pas si elles sont plus importantes, en tout cas elles sont très importantes. Parce que cet accompagnement est indispensable pour l'enfant, qui a du mal à trouver son autonomie, qui a besoin d'être aidé pour accéder à une éducation quelle est normale. Quelle est la solution pour que la chose s'améliore? C'est plus d'effectifs ou une organisation différente dans les écoles? Alors peut-être les deux, mais le manque d'effectifs, effectivement, est quelque chose de crucial qui conviendrait de remédier. Catherine Brunard? Oui, sur les AESH? Oui, on peut aller dans le même sens. Parce qu'effectivement, il y a des AESH qui sont dédiés à un seul élève, et puis il y en a d'autres qui sont mutualisés, et c'est là qu'on s'aperçoit que la part due à chaque élève réduit pour partager le nombre d'AESH qui existent. Mais au-delà des AESH, il y a tout un accompagnement à mettre en place pour les élèves en difficulté, que ce soit effectivement le handicap ou des problèmes de comportement ou des problèmes sociaux aussi. Par exemple, on manque de ce qu'on appelait le RASED, c'est-à-dire le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. On manque de psychologues de l'éducation nationale, on manque d'infirmières, on manque d'assistantes sociales, on manque de médecins. Il y a tout un environnement qui a besoin d'exister et d'être formé. Les enseignants aussi ont besoin d'être formés. On parle de la formation des AESH, mais il n'est pas évident d'avoir un enfant autiste ou un enfant 10 ou un enfant
particulièrement perturbateurs en classe. Emmanuel Bourrel, c'est alors assez succinctement. Oui, Pardonnez-moi, succinctement. J'amènerai une c'est- part de vérité. c'est excessivement complexe Oui. parce qu'on est sur du cas par cas. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est d'une part que les notifications ne sont pas prononcées par l'éducation nationale, donc nous recueillons les notifications qui arrivent de manière continue tout au long de l'année. Par la maison départementale du du handicap. Je voudrais quand même donner quelques chiffres. En décembre 2019, il y avait 1163 élèves notifiés. Aujourd'hui, on est à 1708 début octobre. Et j'avais 638 à AESH, là j'en ai 768. Donc on a augmenté de 20% les moyens en AESH, ce qui est colossal. Et nous sommes encore en train d'achever un certain nombre de recrutements. Combien de postes manque-t-il aujourd'hui sur notre département? Là, je suis en train d'en recruter l'équivalent de 9 postes à temps complet. Mais ça représente un peu plus de personnes parce que selon la situation, les gens peuvent être à temps partiel. Qu'est-ce qui est perfectible dans cet accompagnement qui, on le comprend, est déjà conséquent, mais hélas... Il y a certes l'accompagnement, mais je pense que c'est la réflexion en amont sur le dépistage et le traitement des difficultés de ces enfants avant même de procéder à la notification. Et donc ça pose toute la question de l'accès aux soins dans le département. Et également peut-être aussi en interne que l'on réfléchisse avec les différents partenaires à une prise en charge qui ne soit pas qu'une prise en charge humaine avec un accompagnant. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a probablement un certain nombre de situations qui peuvent être remédiées par soit des outils matériels, soit par des prestations d'orthophonistes ou d'ergothérapeutes ou de différents spécialistes. D'accord. Parce que le but de l'accompagnement humain est certes de remédier ponctuellement, et peut-être pas totalement, à la difficulté de l'élève, mais c'est aussi de l'amener vers l'autonomie et d'arriver à s'en sortir. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi à c'est lié aussi au parcours de soins. Et pédagogiquement, il est vrai qu'il faut qu'on renforce, je pense, sur un certain nombre de domaines, la manière de prendre en charge ces élèves, pour peut-être aussi trouver quelques solutions pédagogiques dans certains cas, qui permettrait de différer peut-être une prise en charge strictement humaine. Eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. Affaire à suivre. On a compris peut-être une volonté, un besoin d'ouverture et de partenariat avec d'autres professionnels d'accompagnement, et notamment sur le plan santé pur et dur. Allez, quelques minutes, hélas, pour parler du second degré. Et Catherine Renard, qui dit second degré, dit évidemment collège. Le collège du Val-d'Ajol, évidemment, c'est le sujet d'actu pour ce qui est du second degré sur notre département. Où en est-on aujourd'hui? Les choses se sont apaisées, parce que ça a été une rentrée un petit peu compliquée. On va voir quelques images de cours de collège contestataires qui avaient lieu à l'extérieur, évidemment, et non pas à Plombières-les-Bains, comme ça se passe aujourd'hui. Fermeture du collège, évidemment, pour des raisons de sécurité, celui du Val-d'Ajol. Oui, c'est ça. Devant des questions de sécurité, il n'y a pas d'argument à défendre. Après, on comprend le point de vue de chacun, des habitants qui voudraient garder à proximité. Comment ça se passe aujourd'hui? Quel retour vous avez? Eh ben, la situation semble apaisée, effectivement. Après, c'est bien. L'inquiétude porte maintenant peut-être sur les collèges de construction similaire où il y a une appréhension de leur devenir et de leur état actuel. Alors ça, c'est le second collège qui subit les affres du temps. Le premier était Vanier, qui est en fin de construction. Il devrait être inauguré, opérationnel en début d'année prochaine. Pendant ce temps, les collégiens étaient hébergés par le lycée de Saulxures-sur-Moselotte. Là, les collégiens du Val-d'Ajol sont hébergés par le collège de Plombières-les-Bains. Emmanuel Bourrel, la situation là tout de suite? C'est le même collège, c'était un collège bis-site. Oui. Non mais c'est important de le préciser, c'est un collège qui était au niveau des enseignants, vous voulez dire? Pareil, il y avait des services partagés, ils pouvaient aller d'un endroit à l'autre. Alors le défi pour nous, à la suite de cette annonce déficience technique du bâtiment de Val-d'Ajol, ça a été d'organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles dans le laps de temps qui nous était imparti, ce qui a été fait à temps. Et, vous avez eu 10 jours, comparé à Vanier, c'était 4 jours, oui, un petit peu plus. Et puis les élèves n'étaient pas encore rentrés, donc déjà c'était un peu plus facile, ça a évité de faire une double rentrée en début d'année. Donc là, tout le monde est à Plombières, je n'ai pas connaissance de difficultés particulières, et l'objectif pour nous, c'est que la scolarisation se passe le mieux possible, ce qu'on suit de manière précise, et je n'ai pas eu connaissance de difficultés majeures qui nécessitent
intervention immédiate. Affaire à suivre, évidemment, ce collège de Val-la-Jolle. On va éviter d'en parler trop là maintenant tout de suite. Hélas, on n'a pas beaucoup de temps. Isabelle Toussaint, par rapport au collège et au lycée, vous, voilà, fédération de parents d'élèves, quel serait l'élément que vous souhaiteriez mettre en exergue, la problématique? On parle de Parcoursup, on parle des spécialités. Allez, on a 2 minutes. Eh bien, je souhaiterais mettre en exergue la difficulté qu'ont les parents à suivre la scolarité de leurs enfants, notamment quand ils sont en cas de maladie. Nous avons vu la situation de Covid, nous voyons aussi les longues maladies pour certains. Les parents subissent ces difficultés et ont parfois des difficultés à y remédier, à trouver des palliatifs. Je voudrais mettre en avant l'excellent... Le numérique est un outil, mais on sait Justement, que, mon cartable connecté est un excellent outil numérique. Et la FCPE a signé un partenariat, justement, pour développer ce cartable qui aide aussi les élèves en situation de phobie scolaire. Donc, dans différents cas, pour les enfants, c'est difficile d'aller à l'école. Non pas qu'ils ne le veulent pas, mais parce que vraiment, c'est quelque chose de problématique pour eux. Et il y a des situations. Vraiment, j'invite les parents à nous contacter, à contacter les fédérations de parents qui sont là pour eux, qui peuvent leur apporter de l'information, du soutien personnel, personnalisé. Et puis aussi, je voudrais ajouter que nous sommes en période d'élection de représentants. Tout à fait. C'est cette semaine. C'est cette semaine. Et je voudrais ajouter que la FCPE, nous parlions de formation des enfants, bien sûr, du personnel éducatif, mais aussi les parents qui ont besoin d'être formés. Et la FCPE met en avant et met à disposition des parents des sessions de formation sur toutes les différentes problématiques qui peuvent les toucher, qui peuvent les concerner. Le message est passé. Il y a la FCPE, mais il y a aussi la PEP Vosges. Il y a 2 fédérations, me semble-t-il, sur Effectivement, notre département. nous sommes très actifs. Comme de la même façon, il y a d'autres syndicats. Nous avons nous n'en avons invité qu'un seul, évidemment, l'UNSA, mais il y a d'autres syndicats enseignants. Allez, hélas, cette émission se termine déjà. Je pense qu'on voulait parler un petit peu des lycées de Parcoursup. Vous reviendrez en début d'année prochaine, notamment pour parler de Parcoursup, des spécialités, etc. Parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à dire. Merci à tous les 3 de votre participation à cette émission. On se retrouve très prochainement sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine.